Bon les amis, je me suis posé la question, pourquoi sur YouTube j'arrivais pas à gagner d'abonnés? Alors que sur les 90 derniers jours, comme vous pouvez le voir, mes vidéos sont tous au vert. Et comme vous pouvez voir, si j'atteins les 13 000 vues, c'est comme si c'était Noël. Alors je me suis renseigné quand même, pourquoi d'autres créateurs sur YouTube qui ont moins d'abonnés que moi font plus de vues que moi? Et j'ai trouvé ça. On a un parti pris côté YouTube qui est de donner une prime aux contenus qui font autorité ou aux contenus fiables et donc de remonter dans un certain nombre de cas les contenus de médias, mais pas que, aussi des contenus de créateurs qui peuvent être jugés particulièrement fiables, notamment en réponse à des recherches sur des thèmes de société. On a une prime pour les contenus issus de médias ou de ce qu'on va appeler des sources qui font autorité et donc on va les afficher de manière proéminente dans un certain nombre de cas. La visibilité des contenus qui sont à la limite de franchir nos conditions d'utilisation, mais qui ne les franchissent pas. On a deux systèmes qui vont dans le sens totalement opposé au fait de mettre en avant des contenus qui potentiellement génèrent du clash. Dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a deux grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer des contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés, mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on fait. Et là, les amis, on est en train de mettre le doigt dans l'engrenage. Il nous explique noir sur blanc qu'il est en train de brider des créateurs de contenu et d'autres qui poussent. Et voici pourquoi ma chaîne se fait brider comme tant d'autres. Parce que nos chaînes d'actualité dérangent, tout simplement. On réfléchit beaucoup à la question de la granularité de la modération. Il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué, Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels, en fait, on va développer, par exemple, ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc, on a lancé la politique qui s'appelle... Enfin, c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant, voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc en fait, c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles. Et voilà, les amis, on y est. Alors nous, créateurs de contenu, petits créateurs de contenu, on se casse la tête, les amis, on se casse la tête à faire des vidéos, à essayer de faire marcher l'algorithme. Pendant des années, les amis, pendant des années. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube. Alors, comme je vous le dis, on est là, on se casse la tête à essayer de chercher des sujets, à approfondir des sujets que disent pas les médias traditionnels. Et derrière ça, on apprend qu'on est bridé. On apprend qu'on est bridé, alors qu'on ne viole pas les conditions d'utilisation de YouTube. Il l'a bien dit. On ne viole ni les conditions de YouTube, ni la loi française. Et pourtant, il nous affiche noir sur blanc qui bride certains créateurs de contenu. Et je vous le dis les amis, pas besoin de vous dire que c'est la plupart des gauchistes qui font réellement le travail. Ceux que vous voyez à plus de 200 000 vues, s'ils marchaient pas pour rien. D'être un créateur de contenu en faisant la promotion, d'être un créateur de contenu en faisant la promotion, en se basant par exemple sur des événements de l'actualité sensibles. Donc c'est pas possible en fait de monétiser par exemple par rapport à une tragédie qui se serait passée, etc. Bon, ça coule de sources, mais voilà, c'est une des règles. D'accord. C'est le mois des fiertés, donc sur les droits des LGBTQ sont suivis par plusieurs millions, des audiences à plusieurs millions de personnes, sur le changement climatique aussi. Donc on a vraiment de choses très positives qui même pourraient faire de l'ombre à ces choses négatives, et donc il n'y a pas de préférence pour des choses négatives par rapport à des choses positives, je tiens à rassurer sur ça. Est-ce qu'il y a une forme d'émotion dans ce que partagent les gens, et donc du coup potentiellement ça suscite de l'engagement autour d'événements internationaux qui peuvent choquer, qui peuvent amener à réfléchir, etc. Donc tout dépend de ça. Ce qui suscite en fait de l'engagement chez les gens en fait va effectivement faire remonter ces contenus dans le fil de recommandation, parce que les gens vont le partager, vont liker, etc. Donc en fait l'algorithme va partir du principe que potentiellement ça intéresse. Ensuite, ça m'amène à réfléchir un petit peu ce que vous dites autour de est-ce qu'on a intérêt à pousser ce type de contenu. Pour revenir au modèle économique, c'est qu'on travaille beaucoup avec des annonceurs qui sont des marques et dont en fait l'intérêt pour eux c'est d'avoir un environnement qui est safe. Est-ce que c'est dans notre intérêt? Moi à mon avis non. On n'a absolument aucun intérêt à pousser ces contenus. Encore une fois, on va plutôt dans la direction opposée en déviralisant même ce qui ne contrevient pas directement à nos conditions d'utilisation. Ces contenus-là ne sont pas particulièrement attractifs pour les annonceurs et je précise même que
on a la possibilité sur YouTube de démonétiser certains contenus et les contenus qui sont déviralisés sont par essence des contenus qui ont vocation également à être démonétisés. Et là, il nous explique clairement que quand ça leur plaît pas, ils démonétisent, tout simplement. Il nous explique qu'ils travaillent avec des marques, et ces marques-là, vous comprendrez bien, ne sont pas gauchistes, loin de là pour la plupart. Et c'est pour ça qu'ils brident la plupart du temps les gauchistes, et c'est pour ça que la plupart du temps, les droitards ont une audience de malades sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vous dis clairement, j'ai un peu d'expérience, comme je vous l'ai dit, j'ai plus de 3 ans d'expérience sur YouTube, en tant que créateur YouTube. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, laissez tomber, vous allez vous faire brider. Pour gagner de l'argent sur YouTube, faut jouer le clown, tout simplement. Vous n'avez pas vraiment répondu au sujet de Monsieur le Président sur les contenus poussés, notamment de Musk et puis de Trump, voilà, qui, je pense que c'est pas le fruit de notre imagination, des médias ont mis ça en évidence. Si je comprends bien, et je veux bien que vous me confirmiez ça, si j'ai bien compris, votre réponse c'est de dire, en effet, de ne pas contester le fait que ces contenus soient poussés par Musk, mais que c'est à nous, utilisateurs, de préciser, d'appuyer sur le bouton qui dit qu'on n'est pas intéressé par le contenu si on veut qu'il disparaisse de notre fil. Vous avez eu connaissance de l'enquête de l'Université technologique du Queensland qui montre que l'algorithme de X a été modifié pour augmenter la visibilité des posts de Musk suite à son soutien à Donald Trump. Alors, si la question c'est si j'ai connaissance de cette étude, non, j'ai pas connaissance de cette étude. Si vous pouvez modifier la visibilité de certains posts à caractère politique, c'est donc que vous pouvez, de manière plus générale, avoir des effets sur l'algorithme qui dépassent simplement les actions des utilisateurs avec une dimension proactive. Est-ce que vous le confirmez? À ma connaissance, non. À votre connaissance. Et après, on va nous parler de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression, les amis, on le voit bien. On a des créateurs de contenu qui sont poussés plus que d'autres. Quand d'autres, comme moi, se font brider. Alors que ça fait plus de 3 ans que je fais du YouTube Game, les amis. Plus de 3 ans. Quand vous êtes là à essayer de faire des vidéos pour faire réfléchir les gens, du bon côté, vous le comprendrez bien, YouTube vous bride. Mais ne vous inquiétez pas, si tu joues le clown sur YouTube, ça marchera toujours. Et les amis, on va parler des défenses aériennes entre les maisons Israël et les civils en danger. Une vidéo en montrant des systèmes de défense aérienne israéliens déployés en plein milieu de zones résidentielles est apparue en ligne. Des civils sont ainsi transformés en boucliers humains. Les images de destruction sont ensuite diffusées avec indignation par les médias occidentaux. L'Iran frappe des civils, mais l'identité des personnes qui mettent réellement la population en danger n'est pas précisée. Alors là, regardez la vidéo. On va voir des batteries antiaériennes au milieu de la population. C'est gravissime, les amis. Alors, regardez, je peux pas mettre play. Mais regardez, là on voit des missiles israéliens partir de la ville. Je sais pas c'est quelle ville, mais c'est bien au milieu de la population, on est bien d'accord. Hein. Vous voyez, hop, hop, hop. Et c'est bardé, hein, les amis. Hein. Mais regardez ce qui va se passer par la suite. Vous voyez, en plus elle en balance pas qu'une, hein, elle en balance en voiture, voilà. Hein. Bah, ce qui va se passer, les amis, voilà. Voilà, les amis. Alors là, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités possibles. C'est soit un missile israélien, un missile antiaérien a explosé tout simplement ici. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est l'ennemi entre guillemets qui a attaqué les missiles israéliens, tout simplement parce qu'ils ont été détectés. Comment on les détecte? Quand vous tirez un missile, vous êtes automatiquement repéré par les radars de l'ennemi. C'est simple comme bonjour. À part un missile hypersonique ou certains missiles qui arrivent à dépasser des vitesses spécifiques, la plupart des missiles sont repérés. Et voici ce qui se passe, les amis. Voici ce qui se passe. Hop, une explosion au milieu de la ville. Mais j'arrive pas à identifier exactement si c'est l'ennemi ou si c'est Israël, en fait. Entre guillemets, c'est leur missile qui leur est pété à la gueule. Vous voyez, ça c'est des civils qui sont là, ils sont affolés. Imaginez-vous, enfin c'est catastrophique. Et en fait, tout pays digne de ce nom, normalement, les missiles antiaériens, vous les mettez pas au centre de la ville. Pourquoi? Parce que on le sait très bien qu'ils vont être détectés et attaqués par la suite. Du coup, il faut qu'ils soient disposés à défendre la ville. Oui, mais pas au centre de la ville, tout autour de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est une boucherie, les amis, dans tous les sens du terme. Regardez-moi ça. Voilà. Et pour tous ceux qui vont m'expliquer, c'est une vidéo montée par l'IA, non les amis, elle a été certifiée. Et là les amis, on va se tourner sur le chasseur du bois de Boulogne. J'ai nommé Franck Tapiro, qui va expliquer que Israël fait le devoir de l'humanité. C'est des Avengers maintenant. On n'est pas dans une guerre préventive, non. C'est une guerre de survie. Et ceux qui sont nos ennemis, on va les éliminer. Et après on nous explique que c'est pas ces personnes-là qui ramènent une haine en France. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction.
Vous considérez, Franck, qu'Israël fait le sale boulot pour le reste du Moyen-Orient, pour les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, pour l'Europe? Non, parce que moi j'appelle pas un sale boulot. J'appelle ça le devoir de l'humanité. J'appelle ça un boulot au contraire formidable. C'est le boulot qu'aurait dû faire tous les grands leaders. C'est pas un sale boulot, même si la guerre c'est sale, mais pas contre le nucléaire iranien, pas contre les gardiens de la révolution. Faut arrêter de dire c'est sale. Au contraire, c'est... Non, sale boulot dans le sens où des soldats peuvent mourir, on a vu qu'il y a plusieurs dizaines de civils qui sont morts, il y a beaucoup... Vous vous imaginez, les amis, s'incliner là, ils disent c'est formidable ce qu'ils font, l'armée de Tsahal, c'est formidable. Pas besoin de vous dire que ces personnes-là sont possédées. Alors que je leur rappelle qu'il y a plus de 60 000 civils tués juste dans la bande de Gaza. Juste dans la bande de Gaza. Ensuite, faut accumuler ça aux civils libanais. Ils sont en train de coloniser la Cisjordanie, je le répète. Ils bombardent l'Iran comme jamais. Et pas besoin de vous dire, c'est pas que des infrastructures militaires. On a des milliers d'enfants et de femmes qui sont en train de mourir de faim. Parce que l'armée de Tsahal a coupé l'eau et l'électricité et fait que les bombarder. Et lui nous explique sans cligner de l'œil bien sûr, c'est que l'armée de Tsahal fait un travail formidable. On peut vraiment tout dire dans ces médias corrompus. Blessé? Oui, dans la religion juive, vous savez, on dit quand quelqu'un veut te tuer, lève-toi et tue-le. Ça, c'est pas contre la morale juive, bien au contraire. Si c'est à l'inverse de la morale juive, c'est d'attendre que la bombe nucléaire explose en Israël pour réagir. Ça, Donc on n'est pas dans une guerre préventive, c'est le mot qu'on entend beaucoup sur certains plateaux de télévision. Mais non, une guerre de survie, une guerre existentielle. Et ce qui me sidère, c'est quand on demande à Israël toutes les conditions et qu'on les demande pas ni aux Iraniens, ni aux Houthis, ni au Hezbollah, ni au Hamas, ni aux Syriens, ni à l'autorité, l'inautorité palestinienne. C'est qu'Israël, nous on doit être conscient pour tout le monde, responsable pour tout le monde. Quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. On a le droit de vivre. Le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir notre peuple en sécurité, le droit de croire en la vie. Et ceux qui ne croient pas en la vie et en notre mort, ben ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Alors imaginez-vous 5 minutes qu'un franco-algérien parle comme ça dans les médias français. Qu'est-ce qu'on dirait les amis? Vraiment, qu'est-ce qu'on dirait? Pas besoin de vous dire, ça fait bien longtemps qu'on serait venu le chercher par la peau du cul, convoqué à la gendarmerie du coin et ramené dans son pays à coups de pied au derrière. Et les ennemis, on va tourner sur Thomas Genolé, ancien chroniqueur de TPMP, qui va essayer de donner son avis pour essayer de fermer la chaîne de propagande CNews. Je pense qu'il faut obtenir la fermeture de CNews. Je pense que ça doit être notre objectif collectif. Il faut que nous, résistants contre la prolifération de l'extrême droite, qui est un cancer pour la République, il faut qu'on se donne pour objectif de réussir à faire fermer CNews. Et comment on fait ça? En multipliant les signalements justifiés, pas les signalements fantaisistes, en multipliant les signalements justifiés, et croyez-moi, il y en a quasiment tous les jours, de CNews pour incitation à la haine, propos racistes ou xénophobes, etc. Parce que l'ARCOM, sa procédure, c'est d'instruire chaque signalement, donc c'est pour ça qu'il faut que les signalements soient sérieux, hein, et à force de signalement, il y a des amendes. Et à force d'amendes, il y a des sanctions qui montent en gradation, oui, c'est ça, il y a une gradation des sanctions, c'est ce qui arrive assez vite, hein. Et à la fin, vous vous retrouvez avec interdiction de fréquence. Donc notre but doit être collectivement, en les signalant à chaque fois qu'ils sont en faute, vraiment en faute, en termes de racisme, de xénophobie, d'incitation à la haine, d'obtenir leur fermeture. Et on va finir avec le député de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui explique qu'Israël n'a pas le droit d'attaquer l'Iran. Netanyahou bénéficie d'une impunité totale malgré le génocide commis à Gaza et les attaques menées au Liban, en Syrie, etc. La France aurait dû condamner l'agression au lieu de défendre une nouvelle violation du droit. Voilà ce qu'on appelle une vraie politique française. Et quand le président de la République, Emmanuel Macron, dit qu'Israël, dans l'affaire iranienne, a le droit de se défendre, est-ce qu'il respecte le droit international comme vous le défendez? Évidemment non, puisque le droit international ne prévoit pas la possibilité de guerre préventive. Or, en l'occurrence, quand Israël déclare la guerre contre l'Iran, c'est Israël qui est l'agresseur. Et donc, la position qu'aurait dû être la position de la France, comme celle de tous les pays attachés au respect du droit international, aurait dû être de dire à M. Netanyahou, n'avait pas le droit de faire ça. Et malheureusement, si Netanyahou ne fait ça, c'est parce qu'il bénéficie depuis des mois et des mois d'une impunité totale. Je rappelle qu'il commet un génocide à Gaza, je rappelle qu'il a attaqué le Liban, la Syrie, désormais l'Iran, sans qu'il y ait aucune réaction de la communauté internationale pour lui dire stop, ça suffit. Mais quand Benjamin Netanyahou dit, dans le cadre de l'Iran, que c'est une défense existentielle, il dit que c'est pas une guerre préventive, mais qu'il devait se défendre,
parce que l'Iran était en capacité à avoir la bombe nucléaire. Ces arguments-là, ils ne tiennent pas pour vous? D'abord, imaginez que dans d'autres conflits, on utilise la même logique. Imaginez que M. Poutine dise « Ah ben non, mais moi j'ai attaqué l'Ukraine parce que sinon j'allais être mis en danger ». Personne ne pourrait le croire. Quand Vladimir Poutine attaque l'Ukraine, c'est une violation du droit international et évidemment, il n'a pas le droit de le faire. Donc c'est un argument qu'on ne peut pas entendre. Et pour le reste, tout le monde sait aujourd'hui, y compris des rapports de l'AIEA ou même des renseignements américains, que l'idée que l'Iran aurait eu dans quelques jours l'accès à la bombe nucléaire est une fable, c'est un prétexte. C'est un prétexte au même titre, en quelque sorte, que les armes de destruction chimique, vous savez, au moment de la guerre en Irak. Donc je pense qu'il faut sortir des éléments de langage du Premier ministre israélien, il faut recréer les conditions d'un retour à la voie diplomatique pour traiter cette question du nucléaire. C'est vrai que l'Iran enrichit aujourd'hui son uranium de manière trop importante par rapport à normalement quelles sont les règles du traité de non-prolifération nucléaire. Donc il faut retrouver les conditions d'un accord sur le nucléaire iranien qui existait préalablement jusqu'à ce que Donald Trump en sorte de manière unilatérale dans son premier mandat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes? Arrête le troupeau des bêtes.